Mes chers amis, bonsoir. Est-ce que vous connaissez le concept de ville fantôme? Ce sont des endroits artificiels construits par l'homme, totalement abandonnés, délabrés et vides de toute activité humaine. Le contraste est édifiant entre les bâtiments qui évoquent le quotidien et l'absence totale de vie ou d'animation. On en trouve des centaines dans le monde, qui le sont devenus pour des tas de raisons différentes, que ce soit des ruines anciennes ou des complexes industriels. Il y en a une de ville fantôme qui me fascine, même si c'est pas vraiment une ville à part entière. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, ou plutôt j'ai déjà mentionné ce qui s'y trouve à l'intérieur. Nous sommes au milieu des plaines, à côté de la ville de Zapolyarny, dans l'oblast de Mourmansk au nord-ouest de la Russie et au nord du cercle polaire arctique, à quelques kilomètres de la frontière avec la Norvège. Au bord d'un petit lac se trouve ce qui semble être un complexe industriel totalement désert et abandonné. Les bâtiments sont en ruine. Il y a des débris un petit peu partout. C'est devenu le paradis des urbex et des tags urbains. Et ceux qui l'ont visité témoignent d'une atmosphère de tombeau industriel de l'ère soviétique. Au centre se trouve un bâtiment visible de loin et à l'intérieur, un couvercle scellé cachant quelque chose en dessous. L'état de délabrement avancé du site indique que ce couvercle a été scellé il y a des décennies et l'élément clé de ce qui semble être un projet industriel ou scientifique. Certains savent déjà sans doute de quoi je vais parler, tant le sujet est devenu connu aujourd'hui sur internet. Et on va l'aborder aujourd'hui une bonne fois pour toutes, mais sous un angle un petit peu différent. Mais on va pas parler que de ça, on va aussi se demander s'il existe d'autres sites similaires. Bref, on va parler de géologie, de gravitation, d'anomalies et d'une légende qui a fait son petit bout de chemin sur internet. Et pas que d'ailleurs. Bienvenue dans les entrailles de la Terre. Avant de vous raconter cette histoire troublante, il faut d'abord que je vous donne un petit peu de contexte. La structure interne de la Terre possède plusieurs couches distinctes. On a d'abord le noyau interne solide, composé de fer et de nickel, puis le noyau externe liquide, moins chaud mais avec une pression moindre, ce qui fait baisser le point de fusion. C'est pour ça que le noyau interne est solide alors qu'il est encore plus chaud. Ensuite, on a le manteau terrestre, qui constitue 84% du volume de la Terre, et dont la viscosité change en fonction de la profondeur. Et enfin, au-dessus, la croûte terrestre et la surface sur laquelle nous vivons. La croûte est tellement fine qu'elle ne représente que 0,44% de la masse de notre planète. C'est actuellement le meilleur modèle que l'on a, grâce à des ondes sismiques qui se propagent à l'intérieur de la planète, et la manière dont ils réagissent nous disent beaucoup sur la température, la composition des roches, et la pression absolument infernale qui y règne. Sauf que les couches ne se succèdent pas comme des couches d'un gâteau, il y a des transitions dans chacune d'entre elles. On pourrait penser que les plaques tectoniques flottent littéralement sur le manteau supérieur qui est plutôt liquide, mais c'est pas totalement vrai. Il existe une couche de transition qu'on appelle la discontinuité de Mohorovičić, du nom du scientifique croate qui l'a théorisée en 1909. Et dans cette vidéo, on va l'appeler Moho, qui est simplement son surnom. Ouais, parce que dire tout en entier discontinuité d'Andrija Mohorovičić, c'est chiant. Donc Moho, c'est très bien. C'est une limite entre la croûte terrestre et le manteau qui a été détectée avec le même principe, les ondes sismiques. En gros, le Moho, c'est une transition. Et le connaître en détail permettrait de mieux comprendre comment se forme un petit peu la croûte terrestre et comment ça fonctionne. Et surtout, de savoir jusqu'où on peut creuser. Est-ce qu'on peut l'atteindre, le Moho ? Est-ce qu'on peut aller même en dessous, aller sur le manteau terrestre extérieur qui est un petit peu liquide? Est-ce qu'on peut même aller jusqu'au centre de la Terre, qui sait? Et pendant la guerre froide, les Soviétiques et les Américains se sont posés les mêmes questions. Et ils ont commencé à creuser l'idée, au sens propre comme au sens figuré. Ainsi est né le projet du forage de la péninsule de Kola, près de Zapolyarny, le même endroit aujourd'hui abandonné que je vous ai présenté en début de vidéo. L'objectif principal était de percer le plus profondément possible la croûte terrestre pour étudier la composition des roches, la température, la pression
et voir si les conditions supposément infernales des entrailles de la Terre allaient provoquer des phénomènes géologiques inconnus ou impossibles à la surface. C'était un vrai bond vers l'inconnu, un inconnu sombre et dangereux. Mais surtout, au-delà de vouloir analyser le Moho, il fallait déterminer s'il était possible d'exploiter des ressources minières. C'était ça le véritable projet derrière ce qu'on appelle aujourd'hui le forage SG3. Un projet incroyablement ambitieux dans lequel l'URSS va injecter des ressources financières absolument colossales, et ce à partir de 1970. Mais alors, pourquoi ici? Pourquoi pas l'océan? Pourquoi pas n'importe quel autre endroit du pays? En gros, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi la péninsule de Kola? La Terre n'est pas homogène en surface, et comporte des anomalies magnétiques et gravitationnelles un peu partout. En gros, la gravité et la pression des roches ne sont pas totalement les mêmes selon où l'on se trouve, même si les variations sont infimes pour l'homme et totalement imperceptibles. La péninsule de Kola se trouve sur une croûte continentale avec des roches extrêmement vieilles et aussi extrêmement stables. La couche de sédiments a été jugée plus fin que prévu, ce qui faciliterait donc le forage, et donc aller plus vite. C'est aussi une zone éloignée de tout, à des dizaines de kilomètres de la frontière avec la Norvège, reculée dans des plaines à des centaines de kilomètres de Mourmansk. Il pouvait donc forer en toute discrétion et sécurité, en étant dérangé par absolument personne à des dizaines de kilomètres à la ronde, et ce n'est certainement pas le froid polaire, la moitié de l'année, qui allait les retarder. Mais surtout, l'URSS avait des projets d'exploration minière, comme j'ai dit juste avant. Au-delà de l'aspect scientifique du projet, ils voulaient savoir si ça pouvait déboucher sur des brevets industriels, que le forage SG3 devienne une sorte de précurseur d'une toute nouvelle industrie qui allait grandement renforcer le pays à travers une technologie révolutionnaire. Et quand je vous ai dit qu'ils étaient ambitieux les bougres, mais ça va pas se passer comme prévu, vous en doutez bien. L'idée initiale était d'atteindre les 15 km de profondeur, puis 30 km à terme, c'est-à-dire au début du Moho. Et ça n'a pas été de tout repos. En 1979, après une décennie de travaux, le forage a atteint les 7 km de profondeur. Les foreuses de l'époque et la pression qui augmente n'aidaient pas à faire avancer les choses. En 1983, les 12 km de profondeur sont atteints, tant bien que mal. Après ça, le forage sera interrompu pendant 1 an, puis ne va quasiment plus avancer. En 1989, ils atteignent la profondeur de 12 262 mètres, ce qui, encore aujourd'hui, est un record. Mais ça s'est arrêté là, et le premier objectif n'a même pas été atteint. Les températures étaient beaucoup plus intenses que prévu, avoisinant les 200 degrés. Et surtout, le forage, c'est pas un gigantesque trou dans lequel on peut tomber, Il mesure 28 cm de largeur. Si vous enlevez le couvercle, vous ne tomberez jamais dans le trou. En plus, les tiges de forage se pliaient légèrement sur leur propre poids, ce qui frotte les parois et donc complique la tâche. En gros, le trou n'est pas parfaitement vertical. Il forme une courbe irrégulière en zigzag, qui mesure bien 12 262 mètres de profondeur, mais en réalité, puisqu'il est en diagonale un petit peu, il est plus long que cela. Le forage a tout de même permis de découvrir beaucoup de choses. À 7 km de profondeur, les roches sont bien plus anciennes que prévu, et les analyses estimées des roches donnent un âge de 2,7 milliards d'années. On s'est aussi rendu compte que le Moho est plus profond que les 10 km. En réalité, le forage n'a jamais atteint la discontinuité entre la croûte terrestre et le manteau. Ça ne les a pas empêchés d'y trouver du gaz, sous forme d'hydrogène, d'hélium et de l'azote, ainsi que des traces d'hydrocarbures. En 1991, après la dissolution du Parti communiste de l'URSS et l'éclatement de l'Union soviétique, les financements baissent et le projet est définitivement arrêté en 1994. Ça fait 31 ans que le site industriel de Kola est définitivement abandonné. Et le trou a été scellé par un couvercle. Personne n'a réussi à l'enlever. Mais personne n'a jamais essayé. Et personne n'a vraiment envie d'essayer. Ça servira à rien. D'ailleurs, sous la pression des parois et à cause de la plasticité des roches, le fond du trou a dû déjà se refermer partiellement sur lui-même. Si le forage a permis d'en apprendre plus sur la croûte terrestre, il a aussi été un échec cuisant concernant les véritables intentions industrielles du régime soviétique. Et forcément, la désillusion n'était que plus grande. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que l'arrêt du projet n'est dû qu'aux contraintes physiques et au manque de budget suite à la ruine du pays?
laissez-moi vous raconter une histoire alternative qui a fait son petit bout de chemin sur Internet. Le forage de Kola ne serait pas le seul projet de ce type porté par l'URSS. Et si plus personne n'en a entendu parler depuis, c'est qu'il y a une raison assez sombre. Des rapports font état d'un forage, en particulier qui se serait déroulé en Sibérie, à l'est du pays. La croûte terrestre y est également plus faible et plus malléable, ce qui a permis aux équipes d'ingénieurs menées par un certain Azakov de percer un trou de 14,4 km de profondeur, pulvérisant ainsi le forage de Kola. Mais à 14,4 km de profondeur, le puits s'est arrêté brusquement, parce que la foreuse a percé ce qui semble être une gigantesque cavité souterraine. Intrigués par cette découverte, les ingénieurs décident d'envoyer des instruments descendus par un câble, notamment pour prendre la température. Dans ces profondeurs, elle atteint plus de 1000 degrés, ce qui est quasiment plus chaud que le magma en fusion d'un volcan. La cavité serait saturée d'un air extrêmement chaud, et l'équipe se demande s'il ne faudrait pas y envoyer un microphone pour enregistrer ce qui s'y passe. Est-ce que la friction des roches provoque un bruit assourdissant ? Ou bien s'agit-il d'une cavité quasiment silencieuse, comme une grotte? Après avoir remonté tous les instruments et constaté que le microphone a visiblement résisté à une température infernale, ils ont pu écouter l'enregistrement, qui est absolument abominable à entendre. Et le voici. Évidemment, cet enregistrement a été classé secret défense, parce que l'équipe d'Azakov pense avoir percé l'enfer. Le forage s'est immédiatement arrêté, et les autorités ont également commencé à baisser les financements du forage SG3, de peur de tomber à nouveau sur cette cavité, qui pourra peut-être faire le tour de la Terre à 10 km de profondeur. Si je suis en mesure de vous faire écouter cet enregistrement, c'est parce qu'il a été partiellement déclassifié après la chute de l'URSS. Certains s'en sont emparés et ont commencé à diffuser des enregistrements pirates de cet enregistrement sur Internet et notamment sur YouTube et des forums. Donc, selon cette rumeur, si l'URSS a arrêté ses projets de forage profond, c'est parce qu'ils auraient percé une cavité qui mènerait tout droit vers l'enfer. En tout cas, l'enfer tel qu'il est décrit dans les livres religieux, et on peut entendre dans l'enregistrement le cri des damnés qui souffrent pour l'éternité. Évidemment, cette histoire est complètement fausse. Ouais. Alors personnellement, elle me fascine par le côté un peu absurde et surréaliste, moi qui suis d'ailleurs profondément athée. Mais si vous croyez en l'existence physique de l'enfer, sous une quelconque forme d'ailleurs, je doute que vous soyez convaincu qu'il existe pile dans une cavité à 14,4 km de profondeur sous la surface de la Sibérie. Et surtout si facilement trouvable. Le truc, c'est que cette histoire a fait peur à pas mal de monde. Il faut dire qu'elle est quand même efficace. Mais d'où vient-elle ? C'est une légende urbaine inventée de toutes pièces et qui s'est propagée avant l'arrivée d'Internet en 1989 auprès d'émissions religieuses américaines comme la Trinity Broadcasting Network et par des pentecôtistes en Norvège dont le but est de prouver l'existence physique de l'enfer. Les tabloïds se sont emparés de l'affaire et la rumeur a fait son petit bonhomme de chemin. C'est pas quelque chose de très connu, mais c'est devenu au fil du temps une sorte de légende dans des milieux un peu niches, malgré l'absence totale de preuves matérielles. D'ailleurs, on sait aujourd'hui, après l'ouverture des archives de l'URSS, qu'il n'y a pas eu de forage de ce type précisément en Sibérie, et que Monsieur Azakov est absolument introuvable. D'ailleurs, on pense même qu'il n'existe tout simplement pas. On a même un professeur norvégien du nom de Åge Rendalen qui a été très intrigué dans la façon dont l'histoire a été propagée aux États-Unis lorsqu'il était en voyage là-bas. Il va donc retrouver des articles norvégiens qui parlaient de ce sujet, volontairement les mal traduire en anglais et envoyer ça au TBN, le Trinity Broadcasting System, la chaîne américaine qui avait massivement relayé cette information. Et ils ont relayé à nouveau ça, sans vérifier les informations.
Il y a quelques sources en description qui relatent un petit peu cette histoire, et c'est franchement drôle et croustillant à lire, ce qui a un petit peu contribué au mythe dans des milieux de niche, puis sur internet. Mais qu'en est-il de l'enregistrement? D'où vient-il? On sait aujourd'hui qu'il n'est pas lié à quelque chose qui décrit un phénomène réel. En gros, c'est pas des personnes qui crient pour de vrai. Le 25 mai 2010, un individu du nom de J.C. Wood va poster une vidéo sur YouTube appelée Sounds of Hell Debunked, littéralement en français, le puits vers l'enfer démystifié. Il explique dans cette vidéo qu'il est particulièrement croyant et qu'il aurait même vu l'enfer de ses propres yeux lors d'une expérience de mort imminente. Si cette information est strictement invérifiable et à l'interprétation de chacun, il va cependant démontrer factuellement que le son du puits vers l'enfer est en fait un extrait d'un film d'horreur italien, Baron Blood, sorti en 1972. Okay, now let us look at these Sounds from Hell audio file. L'extrait a été un petit peu déformé pour être le plus insupportable possible à entendre. Et le mythe était donc né. En plus, cette vidéo a eu un énorme impact sur internet, on était en 2010, et a même relancé cette légende sur le web. Je trouve cette petite histoire, ce petit hoax, assez fascinant. Et le plus dingue, c'est que l'URSS n'est absolument pas le seul pays à avoir tenté de percer la croûte terrestre pour atteindre le manteau. Dans les années 50, les États-Unis ont lancé le projet Mohole, une contraction du Moho et de Hole, qui veut dire trou en anglais. Initié par la National Science Foundation, le projet a pour but de prélever des échantillons du manteau terrestre afin de mieux connaître la structure interne de la Terre. Ce projet, bien moins connu, a été fait en semi-transparence, contrairement à Kola qui était totalement opaque, et surtout 15 ans avant. Il devait se faire sous l'océan, un petit peu comme un forage pétrolier marin, parce que la croûte terrestre est plus mince sur le plancher océanique et un petit peu moins dense que sur la terre ferme. Les premières expériences commencèrent en 1961 dans le Pacifique et dans le golfe du Mexique. Ils ont même utilisé un navire spécialisé dans le forage d'eau profonde, ce qui était révolutionnaire pour l'époque. Et ce projet Mohole est un échec cuisant. 183 mètres de profondeur sous le plancher océanique à 3500 mètres sous la surface de l'eau. On est vraiment très loin du Moho et du manteau terrestre. La pression supplémentaire de l'océan, à 3500 mètres au-dessus de vous, était quasiment intenable, et le projet a rapidement été abandonné en 1966, 4 ans avant le début du projet de forage de Kola. Les Japonais ont également lancé leur course vers le centre de la Terre, avec le projet Shikyu, qui a démarré en 2005, et dont l'objectif était d'atteindre, par le biais de l'océan également, au moins les 6 km de profondeur sous le plancher océanique. En 2011, le séisme de Tohoku, d'une magnitude de 9,1, et avec les conséquences qu'on connaît aujourd'hui, a gravement endommagé le navire. Après ça, il a quand même atteint les 3250 mètres sous le plancher, loin des 6 km minimum, mais le forage devenait tellement difficile à cause de la pression de l'eau que le puits s'effondrait continuellement sur lui-même. Nous n'arriverons probablement jamais à atteindre le manteau terrestre, du moins pas avant très longtemps et avec une nouvelle technologie. Le forage SG3 conserve son record du trou le plus profond jamais créé par l'homme. Les 12 362 mètres de profondeur ne représentent pourtant que 0,1% de la distance entre la surface et le centre de la Terre. De quoi remettre en perspective un petit peu l'écart entre la technologie humaine et les forces et échelles colossales de la nature dans notre planète. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, on s'abonne, on partage, activez la cloche, un petit commentaire, voilà, c'est très important pour faire vivre la chaîne. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une énorme vidéo iceberg sur un sujet astronomique qui, je pense, va beaucoup vous plaire. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut.